de référence dans le domaine de l'innovation et des startups. Donc avant d'enchaîner et de vous donner plus goût, ce que je vous propose, c'est d'entendre le mot de monsieur le directeur, monsieur Darabi, directeur de TBS Casablanca. Merci Nana. J'ai entendu brochette, j'ai eu faim, donc... Maintenant on a eu peur. Voilà. Bien, rapidement, je ne vais pas prendre du temps sur le thème lui-même. La recherche scientifique, elle est importante. Et l'idée de la conférence elle-même, c'est une idée qui me passionne depuis un certain temps. Du temps où, avec le temps que j'étais chargé de l'incubateur à l'université Akhaouen, 2003 jusqu'en 2006. Et on avait monté un incubateur. Les Britanniques peuvent vous en dire plus. Avec un don de la Banque mondiale, on a monté un incubateur sur la biotechnologie, IT et Renewable Energies. Et donc c'était toujours pour moi, il est important que la recherche scientifique, quand on fait de la recherche, qu'elle soit vendable. En termes plus anglo-saxons ou anglophones, marketable research. Bref, une recherche qui peut donner lieu à la création de valeur. Pas nécessairement que cette valeur soit monétaire, mais ça peut être la création de valeur humaine, de la valeur social entrepreneurship par exemple. Donc, et quand j'ai voulu faire dans le cycle de conférences de TBS, quelque chose qui intéresse une partie de la communauté à Casablanca et au Maroc, j'ai pensé immédiatement à mon ami et collègue, ancien collègue de Akhaouen Driss Kteni, que je remercie d'avoir accepté notre invitation. Vous pouvez l'applaudir, professeur. J'ai connu Driss Kteni parce qu'il était chargé de l'ICT 4D, Information and Communication Technology for Development, à l'université Akhaouen. Il a géré avec brio beaucoup de réalisations sur le terrain à partir de la recherche. Donc, je le félicite et j'apprécie les travaux qu'il fait dans ce sens. Et en même temps, j'ai pensé à mon collègue et ami Jacques Dugout. Pourquoi Jacques Dugout? Parce qu'il est important que le professeur d'universitaire aussi soit entrepreneur. Alors Jacques Dugout incarne le professeur universitaire qui écrit des bouquins, qui écrit des articles scientifiques, mais aussi il monte des entreprises. Il va vous en parler davantage sur l'incubateur qu'on a à Toulouse, à TBS. Et pour compléter la brochette, n'est-ce pas? Oui. Nous avons pensé à mettre quelqu'un qui est entre les scientifiques qui produisent de la recherche et elle-même la création d'entreprises, mais qui complète la chaîne de valeur de création d'entreprises à partir de la valeur créée dans la recherche, avec et pour la recherche scientifique. Et du coup, on vous propose ce soir un panel de collègues et d'amis qui vont partager avec vous en débat, en discussion, on est entre nous, very cozy. Donc je vous invite à applaudir mes collègues et surtout applaudir Nada. Elle a beaucoup de potentiel dans la recherche, elle a beaucoup de choses à dire sur la recherche, donc elle a accepté de modérer cette conférence. Donc je lui passe la parole sans plus tarder et je vous remercie d'être là ce soir. Très bien. Donc, je vais commencer, j'ai peur d'être redondante, mais ça vaut quand même le détour. Je vais en faire encore une autre masse sur les CV de nos intervenants. Nous avons avec nous le professeur Jacques Digout, qui a eu son doctorat en informatique à l'université Paul Sabatier Toulouse 3, qui est habilité à diriger des recherches en sciences de gestion à l'IAE de Nantes, qui est directeur académique du doctorat d'IBA Paris, master scientifique MDC à Toulouse, Paris et Casa, du Web Social à Toulouse, Paris et Casablanca. Il est directeur de la chaire Marketing Digital. Il écrit sur plusieurs thématiques, notamment le marketing, l'éthique, le crowdsourcing dans le cadre des innovations digitales. Donc, il est lui-même rédacteur en chef de la revue Euromed Journal of Management et il publie dans des journaux de renommée internationale, des grandes écoles et universités, Arab Economics and Business, Management et Prospective de gestion. Il a écrit et il a participé à plus d'une vingtaine d'ouvrages qui sont faits en plusieurs langues et dans plusieurs maisons d'édition. Et lui-même, il dirige sa propre maison d'édition qui s'appelle Barton Jones Publishing. Donc je vous demande d'applaudir Monsieur Jacques. Bon,
j'espère avoir le souffle pour continuer avec les autres intervenants. Donc après, nous avons professeur Chris Tani, qui est PhD en Computer Science à Laval University, où il a enseigné. Donc il est actuellement full-time professor of School and Science and Engineering. Donc il est head of the Joint Research Laboratory in e-business, Head of E-Technology Laboratory, Head of ICT 4D Laboratory. Il est trainer en ICT, donc il est à l'université Akhawaïn à Ifrane depuis l'an 2000. Donc il s'intéresse à plusieurs projets, dont notamment le point de congruence, c'est un peu la digitalisation de l'administration publique. Donc il travaille sur du e-tourisme, du e-gov, du e-transport. Il encadre des étudiants au Maroc, au Canada. Il a eu plusieurs prix et reconnaissances à l'international, dont notamment Winner of Imtiaz Prize, qui est octroyé par le gouvernement marocain, gagnant de prix technologie dans le gouvernement en Afrique TIGA 2007, qui est un prix octroyé par UNECA, prix des Nations Unies, UNDESA, pour le meilleur projet pour améliorer les services publics, délivré en 2007 à Vienne, et aussi il est conseiller auprès du secrétaire général des Nations Unies pour la stratégie, vision et financement des projets de e-gouvernement dans le monde. Je vous demande d'applaudir. Vous savez pourquoi je parle de brochette qui donne le goût à la recherche. Donc je finirai par le tout jeune, mais qui est grand dans les réalisations. Donc Monsieur André Flamand, donc, qui est responsable de l'incubateur Social Green Tech, Espace Bidaya à Casablanca. Il est représentant du réseau Impact Network en Afrique du Nord, réseau de start-up et d'incubateurs. Il a travaillé au sein de l'ONG Le Partenariat à Saint-Louis du Sénégal et avant au sein du Fonds français pour l'environnement mondial à l'Agence française de développement. Donc, je vous demande d'applaudir Monsieur Flamand. Je vais quand même faire une petite introduction. Je m'excuse d'avoir été long. Donc l'innovation, c'est quelque chose de merveilleux. Donc c'est une force au pouvoir d'attraction pragmatique et esthétique. Elle déchaîne notre créativité, ouvre nos esprits vers des possibilités qui sont inexplorées. Donc aujourd'hui, on a des avancées dans différents domaines, que ce soit la médecine, l'informatique, la technologie. Donc pour les entreprises établies, déjà l'innovation, c'est un challenge parce qu'à la fois, c'est des opportunités, mais aussi il faut évoluer avec adresse et avec habilité. Que dire alors des startups qui sont des jeunes pousses, qui sont finalement très vulnérables par rapport à cette innovation qui peut causer à la fois un succès ou un échec qui peut s'avérer fatal. Donc pour commencer, nous allons un peu donner la parole au professeur Digou pour nous parler des startups, de leur historique, comment ils se sont développés, des principales startups dans le monde. Donc la parole est à vous. Merci. Alors, je pense que la première chose à se mettre dans la tête, je dis que systématiquement, j'essaierai de garder les pieds sur terre. Le mot start-up, il est très galvaudé. Si on devait ce soir donner une définition de start-up, je pense qu'on serait un certain nombre dans la difficulté face à ça. Une start-up, c'est une entreprise. Une entreprise, il y a quand même des bases très établies, de longue date. Une entreprise, ça doit faire du chiffre d'affaires, dans lequel il y a de la marge. Pour ça, il faut vendre un produit plus cher qu'on l'a acheté ou plus cher qu'on l'a fabriqué. Et il faut que vos clients vous paient avant que vous payiez vos fournisseurs. Si vous avez oublié ça, vous êtes mort. Start-up ou pas start-up, ça ne peut pas fonctionner. Si c'est une start-up, comme les autres entreprises, vous aurez du capital que vous pourrez consommer. Une fois qu'il sera consommé, ce sera fini. Donc aujourd'hui, effectivement, on a, pour un certain nombre d'entre nous, des vétérans. C'est dur de commencer par un mot comme ça. Les vétérans, on a dans la tête la bulle Internet qui a explosé à une certaine époque, en faisant quelques dégâts, mais finalement pas très importants, parce que Internet était bien largement moins diffusé qu'il ne l'est maintenant. Et si aujourd'hui, on devait revivre l'explosion d'une bulle autour de ces technologies-là, je pense que ce serait d'une ampleur bien supérieure. Donc start-up, pour moi, c'est avant tout une entreprise. Alors c'est une entreprise un peu particulière,
Parce qu'on dit, oui, mais c'est une entreprise qui se développe vite, c'est une entreprise qui n'a pas peur de ses échecs, c'est une entreprise où les gens se remettent en question, c'est une entreprise... Ça, c'est aussi vrai dans un certain nombre d'autres entreprises. Par contre, ce qui est assez particulier aujourd'hui, je crois que là, on touche à ce qui peut qualifier effectivement des startups, c'est qu'on est dans des modèles qui sont des modèles qui n'ont plus grand-chose à voir avec la façon de construire habituellement des entreprises. On est sur un projet là avec quelqu'un qui j'ai discuté ce matin. C'est sur des appareils pour détecter de la radioactivité. Je sais que dans le monde, de plus en plus, il y a de la radioactivité, il y a des choses pas très bonnes qui débarquent de tous les côtés. Donc, il y a des appareils qui permettent de faire ça. Soit je suis dans un modèle très vertical, où je fabrique un appareil et je le commercialise à des gens qui ont envie de l'acheter, un modèle traditionnel et vertical. Soit je vais dire, je vais le faire dans un monde un peu différent. Ça va être gratuit, de l'open source, et je vais vous dire à vous d'aller sur une plateforme internet, me dire combien il y a de becquerels dans votre périmètre, puis à vous, puis à vous, puis à vous, puis à vous. Et je vais mettre en place la plateforme qui va consolider tout ça. Je vends rien, c'est gratuit, et pourtant, c'est avec ça que je fais mon chiffre d'affaires. Si ça se passe bien, un jour je serai le Wikipédia de l'entreprise créée mode startup. Voilà. Donc c'est là qu'il y a quelque chose effectivement de nouveau, dans une espèce de business model qui s'inverse, où la génération des vétérans, sinon je vous en veux, la génération des vétérans a un peu de mal à passer de la traditionnelle verticalité où on communique de celui qui sait vers ceux qui entendent, on vend de celui qui fabrique vers celui qui achète, etc. Ce monde très vertical, eh bien, on passe dans un monde qui est beaucoup plus horizontal, y compris dans ses modèles économiques. On nous a fait croire que c'était une génération, on l'a appelée génération Y. Je ne suis pas sûr que ce soit un phénomène de génération, je pense que c'est plus un phénomène de société. Demandez aux 11 personnes qui se sont présentées à la présidence de la République française et vous allez voir qu'ils commencent à être persuadés, effectivement, que c'est vraiment une volonté de remettre transversalement un certain nombre de choses qui étaient perçues comme fonctionnant verticalement, et que donc ce n'est pas un problème de génération, c'est vraiment un problème de société, enfin un problème, un aspect de société, d'approche de problèmes, de mode de résolution de problèmes, qui est non seulement au-delà des âges, mais qui est aussi au-delà des continents, au-delà des endroits où ça ne s'arrête pas à la porte de la France, ça ne s'arrête pas à la porte du Maroc, voilà. Regardez ce qui s'est passé le week-end dernier avec les cyberattaques, et vous verrez qu'on est vraiment dans un village mondial. Voilà, et pour terminer, ce qui est peut-être aussi un des éléments des startups, c'est le fait que tout ça s'est porté par des technologies qui finalement ne sont pas très contraignantes. Je n'ai pas besoin d'acheter un terrain, je n'ai pas besoin d'acheter des machines-outils, je n'ai pas besoin d'investir dans des centaines d'employés, je n'ai pas besoin de... Voilà. Quelques pizzas, un peu de Coca-Cola, des nuits blanches, quelques potes que je vais trouver sur des plateformes pour me faire les 3 développements que je n'ai pas dans la tête. Mon méchant banquier qui ne veut pas me prêter mes 30 000 $ pour faire mon premier prototype. Je vais sur Kickstarter, expérience vécue avec 2 étudiants de première année à TBS. Ils sortent de LCL, dans le nommer ce banquier qui n'a pas voulu leur prêter les 30 000 $ pour faire la maquette d'un objet qui est sympathique. C'est une petite borne que vous mettez chez vous. Elle est connectée à votre chaîne de musique. Quand vous rentrez dans la pièce, elle détecte la playlist qui est dans votre smartphone et elle joue votre playlist. Quand il y a une deuxième personne qui rentre dans la pièce, ça détecte sa playlist et ça va trouver les morceaux communs entre la sienne et la mienne. Puis s'il y en a un troisième, pareil. Et puis cette espèce de petite borne là, elle sait que tiens, le jeudi soir chez moi j'invite des copains, donc c'est un peu plus punchy que le mardi où il y a papa-maman qui viennent voir si mon appartement il est bien rangé. Donc c'est une chouette idée. 30 000 $ pour faire ça.
le banquier n'a pas voulu leur prêter. Il faut un peu de programmation pour faire ça. Ils sont étudiants en gestion, ils ne savent pas programmer, mais c'est pas grave. Ils ont trouvé 2 potes sur un forum d'ingénieurs qui leur ont fait une maquette gratuitement, à distance. Quand ils en ont parlé à leurs parents, les parents ont dit mais c'est une super idée, il faut la cacher, il ne faut pas l'ouvrir, c'est surtout pas comme ça qu'il faut faire. Et pourquoi tu veux que je la cache? Si je la cache, personne ne va trouver qu'elle est bonne, mon idée. Vous voyez, il y a des choses. Et donc ces étudiants de première année, ils sont revenus un peu tristes du fait que LCL ne leur prête pas les 30 000 €, parce que les ingénieurs avaient programmé le truc, parce qu'avec une imprimante 3D, ils avaient fait la première maquette de leur borne, parce que, etc. Ils étaient tout contents. Ils voulaient en faire une centaine. Alors on leur a dit, écoutez, on va vous accompagner, on va aller dans Kickstarter, on va faire une petite vidéo, vous avez un smartphone? Ouais, bon, on les a filmés, ils ont parlé anglais, avec un accent un peu approximatif. Ils se sont mis sur Kickstarter. 56 jours après, ils avaient 157 000 $. Et chaque fois qu'ils passent devant la vitrine de LCL à côté de l'école à Toulouse, ils font une grosse grimace au banquier, parce qu'aujourd'hui, effectivement, ils sont en 2e année. Leur produit est à vendre pour 100 $ sur Amazon. C'est un gros succès commercial. Et ils sont tout contents. Donc on essaie de les persuader de finir leurs études à TBS et de ne pas arrêter en cours de route. C'est peut-être ce qui sera le plus difficile. Voilà, à travers de quelques exemples, ce qui est à la fois pareil et à la fois différent, selon moi, sur une start-up. Très bien, je vous remercie pour votre message qui est porteur de beaucoup d'espoir, qui nous pousse à rêver. Donc la vision de M. Ktani, elle est aussi très porteuse d'espoir parce que pour lui, la recherche scientifique, elle doit être basée sur des besoins de la société. Donc il fait ce qu'on appelle de la recherche-action. C'est-à-dire l'idée, c'est que les chercheurs ne fassent pas des choses qu'ils n'appliquent pas vraiment, mais qu'ils essayent de faire des choses qui sont adaptées aux besoins réels et concrets. Et donc, il s'intéresse aux problèmes sociaux. Donc, pour lui, l'idée est proactive. Elle ne provient pas de financement ni d'aide de gouvernement. Donc, je lui cède la parole pour nous donner davantage des illuminations par rapport à son sujet. Du coup, Nada a tout dit. Je ne sais pas qu'est-ce que je peux dire de plus. Donc je remercie c'est Mohamed de m'avoir invité. C'est un plaisir pour moi d'être parmi vous aujourd'hui, avec ce panel distingué de collègues et de visages que je reconnais à différents titres, étudiants, collaborateurs. Donc je vous remercie d'être avec nous aujourd'hui. Je me sens un peu l'intrus de ce panel parce que moi, je ne suis pas professeur de business, je ne suis pas professeur d'innovation. Je suis un professeur d'ingénierie. Et c'est à ce titre-là que je voudrais partager avec vous mon expérience pour laquelle c'est Mohamed m'a invité. C'est celle-là d'un jeune professeur qui venait de revenir à son pays. Il sent complètement le décalage horaire dans le sens où il voyait que tout allait très lentement, très différemment de ce qui se passait aux États-Unis et au Canada. Et donc, avec beaucoup d'enthousiasme, il essaie de voir qu'est-ce qu'il peut faire. Et là, il dit, moi, je suis informaticien, je suis ingénieur en informatique. Donc, c'est avec ça que je vais pouvoir aider le pays à avancer un tant soit peu et à rejoindre probablement l'économie numérique et l'économie du savoir. Le Maroc, comme vous le savez, connaît beaucoup de problèmes. Il y a beaucoup de gens qui se plaignent, il y a beaucoup de gens qui ne trouvent pas ça à leur goût, mais moi, je trouve ça fabuleux. Pas parce qu'il y a des problèmes, mais parce que c'est des problèmes qui sont autant de sources d'inspiration et d'innovation. Et ça, mon message aujourd'hui, c'est celui-là, c'est que d'un point de vue business, bien sûr, l'innovation, c'est orienté vers le marché, vers le marketing, vers la vente de produits. Et ça, je respecte parfaitement cette vision, elle est complètement correcte. Mais d'un autre point de vue, comme on dit en arabe, c'est-à-dire que finalement, on innove parce qu'on a besoin d'innover. On innove parce qu'on sent qu'il y a quelque chose qui nous manque, parce qu'on sent qu'il y a quelque chose qu'on peut faire. Et à partir de ce moment-là, à partir du moment où on se met d'accord que l'innovation n'est pas uniquement un problème ou un concept purement business, à partir du moment où on comprend que c'est réellement un besoin social, réellement un outil pour changer les choses, pour aider les gens dans leur quotidien, et que l'universitaire, l'académique en général, il est là
pour soutenir cette vision. Et donc, mon deuxième postulat, c'est que les universités doivent avoir comme mission principale de se concentrer sur la recherche appliquée qui verse directement sur les problèmes du pays, qui verse directement sur le quotidien des citoyens. Et là, il y en a à boire et à manger pour des années et des années. Et que la recherche théorique fondamentale n'a pas de légitimité, n'a pas de valeur, que si elle verse vers la démarche sociale, économique, pour régler des problèmes, pour aider les gens à mieux vivre et le pays à progresser. Et chaque mot que je dis est bien pesé parce que, bien sûr, on peut se noyer dans la recherche théorique, bien sûr, on peut passer des années et des années à écrire un article qui va être publié dans le plus prestigieux des journaux, mais en fin de compte, qu'est-ce que ça nous rapporte? Si le gouvernement du Maroc, en général, dépense 1 million de dirhams par étudiant avant d'arriver à la licence, 1 million de dirhams par chaque étudiant, et que tous les étudiants font du travail conventionnel, fonctionnaire, travaillent dans une entreprise, ils vont à l'étranger, ils font de la recherche fondamentale. Alors comment on pourra aider justement à devenir ce pays émergent qu'on cherche tous à être, surtout dans le domaine du numérique où ça change et ça évolue à chaque jour. Donc c'est avec ce background que je suis venu vous partager avec vous ce qu'on fait dans l'université Al-Akhawayn et dans le laboratoire technologie de l'information pour le développement. Nada, si tu vois que je parle trop, tu m'arrêtes parce que quand je commence à parler de ce sujet, je divague, donc je ne compte pas le temps. Mais vous me donnez 5 minutes comme ça, j'arrête. Donc à l'université Al-Akhawayn, justement avec Steve Mohamed Derrabi et d'autres gens que j'apprécie beaucoup, Steven Said, Steven Qtar, ils sont... Malheureusement, plus personne de ces gens-là né à Al-Akhawayn, mais ce sont ces gens-là qui ont construit une vision qui fait en sorte que l'université Al-Akhawayn aujourd'hui ne fait que de la recherche qui verse vers les priorités du pays, entre autres le e-learning. On est des pionniers et des leaders, le e-learning, le e-gouvernement. On est très bon aussi au niveau de tout ce qui est gestion de l'eau, tout ce qui est gestion de transport, tout ce qui est tourisme. Hein. Et donc, pour chacun de ces secteurs, on a des équipes de recherche et l'université Al-Akhawayn, à travers son réseau de bailleurs de fonds, à travers ses contacts ou à travers les chercheurs eux-mêmes, elle finance des projets comme ça, elle crée des success stories et elle va de bout en bout, c'est-à-dire de l'idée, du concept, du besoin, jusqu'à l'incubation et l'accompagnement de la société et probablement jusqu'à ce que la compagnie vole de ses propres ailes. Et j'ai en tête au moins 4-5 compagnies qui sont maintenant sur le marché, qui font du business et qui sont assez prospères, dans une que je possède et une autre dont je suis actionnaire. Les deux sont spécialisés dans les nouvelles technologies de l'information, mais dans le sens technologie pour le développement. Alors, je vais vous expliquer la différence en technologie, la différence entre technologie tout court et technologie pour le développement. La technologie, on peut s'intéresser à améliorer le débit d'un modem, à améliorer la précision d'un écran, de développer, d'augmenter la capacité en termes de points par pouce d'une imprimante. Tout ça, c'est des bons projets technologiques qui sont extraordinaires, qui peuvent apporter beaucoup d'argent. Les technologies pour le développement, Information Communication pour le développement, c'est une autre histoire. C'est-à-dire que ce qu'on veut faire, c'est développer des outils simples pour aider les pays en développement à mieux faire, à régler un certain nombre de problèmes que tout le monde connaît, qui sont relatifs à la pauvreté, le manque de travail, l'administration publique, etc., etc., etc. Alors je vous donne l'exemple que nous, on a considéré qui est la Moqata, le bureau d'état civil en particulier. Alors c'est un bureau, malheureusement, vous pouvez aller à Casablanca, à Tanger, à Rabat, là où vous allez, c'est un bureau complètement abandonné, mal organisé, je sais ce que je dis, toujours qui se trouve derrière les bâtisses principales de la Moqata, simplement parce que c'est le bureau le plus utilisé par le citoyen. C'est le bureau le plus utilisé par les citoyens. C'est là où on a à peu près 80% des documents et des services qu'on demande. Eh bien, le citoyen doit aller les chercher dans la Moqata'a, dans le bureau d'état civil exactement.
Alors c'est un bureau d'état civil, quand on le regarde, si on veut l'observer, l'analyser, on va voir que les méthodes utilisées dans ce bureau, ils sont complètement archaïques, ils datent des années 1900. Les outils, c'est complètement manuel, c'est encore du papier, du stylo, c'est-à-dire qu'il leur arrive très souvent que maintenant il y a dans le cas particulier, par exemple, de concours pour accéder à l'école militaire, le candidat a besoin de 20 photocopies de son certificat d'acte de naissance. Eh bien, imaginez-vous, l'employé dans le bureau, Les gros registres noirs. il doit écrire 20 photocopies, pas 20 photocopies, mais 20 copies de l'acte de naissance en français et en arabe. Et donc, en général, il est connu que les fonctionnaires qui travaillent dans le bureau d'état civil sont sanctionnés. Hein, quand on veut sanctionner un fonctionnaire, on l'envoie dans le bureau d'état civil. Il y a beaucoup de problèmes, probablement que vous connaissez, probablement que vous avez déjà vécu. Donc, l'idée, c'est de démontrer qu'à travers l'informatisation, qu'à travers la numérisation, on est capable d'aider le citoyen à avoir accès à un service décent. On est capable d'aider le fonctionnaire à mieux faire son travail. On est capable d'aider le gouvernement qui dit ou qui prétend dire qu'il cherche la bonne gouvernance. Et donc, l'idée, c'est de chercher une situation win-win, gagnant à gagnant. C'est-à-dire que chacun, on va dire, dans la chaîne de production et de consommation, il y trouve son compte. Alors, ça, on parle déjà d'il y a une dizaine d'années. Donc, on a commencé un projet pilote avec la ville de Fès. Et puis, ça fait vraiment une boule de neige, aussi bien au niveau des politiciens, au niveau des académiciens, au niveau des bailleurs de fonds. Pour pouvoir accompagner ce succès, ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a à peu près 45 millions d'actes de naissance aujourd'hui qui ne sont pas encore numérisés au Maroc. 45 millions. 45 millions, tous écrits en arabe traditionnel. Et que le gouvernement encore est en train de se dire est-ce que c'est nécessaire de numériser ça ou non. Donc vous voyez tout le travail du chercheur, c'est-à-dire qu'il y a le politicien, soit il ne sait pas, soit il ne veut pas prendre le risque d'aller vers la numérisation, parce que n'oublie pas, quand on numérise, on perd le contrôle, l'information c'est le contrôle, et ça s'applique dans tous les domaines, dans l'éducation, dans l'administration publique, dans la sécurité, dans le transport. La plupart de tout ce qui est administrativement, de tout ce qui est public administration au Maroc est encore manuel. Quand je dis manuel, c'est vraiment le grand registre qu'on prend et on écrit les données, d'où la redondance, d'où la répétition des travaux, d'où vous partez, vous revenez, vous partez, d'où le manque de transparence, d'où la lenteur, d'où les fautes, d'où. Donc, quand on propose un système d'information, de la numérisation, de l'informatisation, on ne peut pas présenter ça comme étant un produit, comme si on allait acheter une voiture. Ben voilà, vous avez la voiture. Non, quand on informatise, on fait la réingénierie des process de business. C'est-à-dire que tout est impacté. L'employé, l'employeur, le flot du travail, les documents, la transparence, la visibilité, tout ça, c'est remis en question, de sorte à ce que si on n'a pas l'adhésion totale de tous les intervenants, il y a risque que le projet ne donne pas ses fruits. Et donc, ce qu'on propose, en fait, ce n'est pas uniquement un système informatique, c'est un modèle de nouvelles technologies d'information pour le développement qui s'applique au bureau d'état civil, mais qui s'applique aussi à la gestion de l'eau, qui s'applique aussi aux énergies renouvelables. Je vous donne l'exemple de la gestion de l'eau. Dans un grand projet qu'on a fait avec le CRDI, le Centre de recherche pour le développement international du Canada, quelques millions de dollars. Eh bien, dans la région de Fès, il y a 3-4 patelins, Aïn Shgag, Aïn Shraf pour ceux qui connaissent ça. Eh bien, ils n'utilisaient pas encore le goutte à goutte. C'était encore le truc, on appelle ça l'irrigation non localisée, et d'où la nappe phréatique est de plus en plus, devenue de plus en plus faible, et il y avait un vrai risque que toute la plaine du Seis en pâtissait. D'où le travail de sensibilisation, d'éducation, d'accompagnement des fellahs et des fermiers de la région pour utiliser,
ne peut pas dire que c'est de la nouvelle technologie d'information, c'est vraiment une nouvelle façon de faire de l'agriculture pour justement ce besoin qu'on a senti qui est la préservation de la nappe phréatique du Ceys. Et donc, à chaque fois il y a un besoin, pour moi c'est une opportunité d'innovation. Et je réinsiste pour les jeunes, pour les universitaires, pour les académiciens, l'innovation n'est pas uniquement pour les entreprises, n'est pas uniquement pour ceux qui ont un profil de leadership, ou de leader, ou pour quelqu'un qui a un profil d'entrepreneur. L'innovation, c'est d'abord un besoin qu'on ressent, avec une certaine volonté de le concrétiser, de pouvoir aider, et pourquoi pas pouvoir faire beaucoup d'argent, mais il faut que ça parte d'un besoin bien défini qu'on voit et qu'on est capable de satisfaire. Je vais m'arrêter là et je continuerai probablement dans le deuxième round. Donc, nous vous remercions pour votre point de vue très éloquent qui consiste en la cohérence et la congruence entre la recherche académique et l'application sur le terrain. Donc, vous avez parlé d'accompagnement. Et justement, quand on parle d'accompagnement de start-up, on pense automatiquement aux incubateurs. Donc, les incubateurs qui sont là justement pour accompagner les start-up. On se demande, est-ce que cet accompagnement est forcément financier ou est-ce qu'il peut être du conseil? Donc, il y a M. Henri Flamand qui va nous parler davantage des incubateurs start-up. Très bien, merci beaucoup. Tout d'abord, moi j'aimerais bien revenir un peu sur l'innovation, c'est-à-dire que quand on pense à l'innovation, on pense principalement à l'innovation technologique, à la high-tech. Et alors que pourtant, en fait, l'innovation, ça sert à quoi? Ça sert soit à répondre à un besoin qui n'est pas satisfait, soit à améliorer un procédé existant. Et en fait, il n'y a pas besoin forcément de passer par la high-tech pour innover. Et nous, à Espace Bidaya, c'est un peu ce qu'on essaie de faire. On essaie d'accompagner des jeunes porteurs de projets qui portent l'innovation sociale, l'innovation environnementale. Ça veut dire que c'est par exemple des personnes qui travaillent dans des associations qui voient des failles, des manquements et qui, grâce à leur expérience, peuvent penser comment restructurer une manière de faire. Et ça, c'est l'innovation, que ce soit à travers le financement, à travers l'organisation des ressources humaines, voilà, ça passe par là. Donc nous, à Espace Bidaya, on existe depuis 2 ans à Casablanca. On a accompagné à peu près 19 startups. Là, on vient de recevoir notre nouvelle promotion de startups et ça va vraiment sur tous les sujets. C'est éducation numérique, valorisation de biomasse, traitement des déchets. Voilà, donc je voulais juste insister sur le fait que l'innovation n'est pas forcément technologique, mais elle passe aussi par la low-tech, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on parle aussi des compléments alimentaires, la spiruline, on parle du biogaz qui se développe beaucoup en Afrique subsaharienne. Voilà, donc je trouve ça important de revenir là-dessus. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples concrets que vous avez accompagnés avec les résultats de cet accompagnement? Ouais. Et quel type d'accompagnement? Quel type d'accompagnement, d'accord. Voilà. Donc en fait, au sein de notre incubateur, encore une fois, on accompagne des jeunes qui, par exemple des ingénieurs qui n'ont aucune compétence business. On va accompagner des jeunes qui sortent de l'Académie des arts traditionnels de Casablanca, pareil, qui n'ont aucune compétence business. Donc la première chose, c'est, parce qu'on a une équipe de 2 chargés d'accompagnement, c'est de faire un diagnostic d'entrée, de voir leurs besoins, leur potentiel, et par rapport à ça, de leur apporter des formations adaptées à leurs besoins. Donc c'est pas nous-mêmes qui faisons ces formations, mais on a un réseau d'experts, de mentors qu'on mobilise et qui, un par un, répondent à leurs besoins. Donc sur une période de 12 mois. À côté de ça, on les met en relation avec des investisseurs, avec des business angels. Et là encore une fois, les business angels, c'est vraiment la dernière étape, parce que la plupart des projets qu'on accompagne et qu'on reçoit et qu'on sélectionne au sein de notre incubateur, ce sont des projets en phase d'amorçage, c'est-à-dire des jeunes qui sont au stade de l'idéation. Parfois, ils ne savent même pas comment faire un business model. Donc voilà, c'est juste que il faut les former, leur donner du temps pour leur apprendre à gérer leur temps, pour obtenir leurs objectifs. Les mettre en relation, et il ne s'agit pas forcément de les mettre en relation que localement, parce que c'est là aussi où Espace Bidaya est intéressant, c'est qu'on fait partie d'un réseau plus global qui s'appelle le réseau Impact Network, qui est donc un réseau de plus de 500 startups et de 21 programmes d'incubation dans plus de 20 pays du monde, donc aux États-Unis, San Francisco, Texas, Chili, plusieurs incubateurs en Europe, et un réseau qu'on est en train également de structurer en Afrique.
mais qui va jusqu'à Hong Kong. Et voilà, ça permet aussi de favoriser des échanges entre les startups qui développent la même technologie et de faire par exemple de répliquer des business models qui existent ailleurs. Donc voilà, donc c'est de la formation, de la mise en relation, de l'accompagnement personnalisé et aussi la possibilité de s'ouvrir aux autres pays. Très bien. Et vous faites la promotion de votre incubateur au Maroc. Est-ce que vous avez des actions pour la promotion des incubateurs, pour essayer de recruter des idées créatrices et essayer de les mettre en avant? Déjà, on fait beaucoup de travail de terrain. Donc on va dans les universités, on va dans les associations, on organise des événements au sein d'Espace Bidaya pour porter encore une fois haut et fort l'entrepreneuriat social, qui est un concept qui ne vient pas, qui vient des États-Unis et de France et qui aujourd'hui est entouré par un cadre législatif, par aussi des normes, un cadre financier adapté. Mais aujourd'hui au Maroc, quand on parle d'entrepreneuriat social, on pense plus à tout simplement une entreprise classique qui a un impact. C'est juste réconcilier création de valeur économique et impact social et environnemental. Excellent. Donc oui, on fait en effet du travail de terrain dans les associations, dans les universités, et on essaie de développer de nouveaux programmes. Ouais. Très bien. J'ai pas l'habitude, c'est pour ça. Très bien. Donc, juste pour vous donner une idée, les startups, ils ont commencé quand même dans les années 30. Donc aujourd'hui, HP est une startup qui a commencé en 1939. Intel est une start-up en 1968, Microsoft est une start-up, Facebook est une start-up. Donc aujourd'hui, de grands nombres d'entreprises au niveau mondial ont commencé par être des start-up. Et ces start-up sont en train de se développer dans un business model qui est complètement différent. Et on a même vu l'émergence de ce qu'on a appelé des licornes. Et là, je vais demander à M. Digou de nous éclairer davantage sur ce concept de licorne. C'est une entreprise qui est valorisée un peu plus d'1 milliard de dollars. On a entendu la semaine dernière qu'Apple avait de quoi racheter quelques dizaines de pays sur la planète puisqu'ils sont valorisés à 850 milliards de dollars, je crois. Voilà. Moi, j'ai du mal à imaginer ce que ça peut faire. Je prends mon bulletin de salaire, je prends 850 milliards de dollars et je divise par mon bulletin de salaire. Il faut plus d'une vie pour arriver à avoir le nombre d'unités. Une licorne, alors au-delà de ça, des entreprises qui gagnent énormément d'argent, etc. Il y a deux choses qui m'interpellent derrière cette idée-là. Il y en a une, c'est le fait que on confie beaucoup de choses qui étaient du domaine de l'État et qui aujourd'hui sont du domaine de l'entreprise privée. Quand je marche, il y a cette chose-là qui me dit combien de temps j'ai marché. Elle vient de me dire 2 fois qu'il fallait que je me lève. Donc si je me lève, ne soyez pas surpris. C'est pour ma santé. C'est Monsieur Apple avec son iPhone qui se préoccupe de ma santé. Ça m'étonne un peu parce qu'en France, c'est le pays de la sécurité sociale, c'est le pays du secret médical, c'est le pays où on ne veut pas faire des cartes vitales avec trop d'informations dedans, même si ce serait une super innovation et des sous en moins à dépenser, parce que c'est des informations sensibles. Alors on se dit, oui, finalement, ils ont raison sur certains volets, mais ils ont tort sur d'autres parce qu'on pourrait gagner en efficacité, etc. Et moi, ça m'interpelle de voir que finalement, en toute inconscience, je confie toutes ces choses-là à des boîtes qui sont des boîtes privées. Je pense que derrière ça, et ces phénomènes de big data, de ces startups qui se développent autour de ça, ça amène à se poser des vraies questions de société. Et la deuxième interpellation que la licorne m'amène à faire, c'est qu'il y a 40 entreprises européennes dans les licornes. Il y en a 4 ou 5 des françaises. La plus grosse, c'est Blablacar, qui permet de faire du covoiturage. Il y a 3 ans, il n'y avait aucune chinoise dans les 10 premières. Aujourd'hui, dans les 10 premières, il y a 5 chinoises. Et dans les 5 premières, il y a 3 chinoises. Et je me dis qu'on parle là entre nous, mais on ne sait pas très bien ce qui se passe là-bas. Alors j'ai la chance de m'occuper pour TBS d'un DBA, d'un doctorat en Chine. J'ai une vingtaine d'étudiants chinois qui font un doctorat d'entreprise. Un DBA, c'est un peu particulier parce que c'est vraiment de la recherche appliquée.
Et quand on voit les innovations, les sujets, les moyens qu'ils ont, on se dit, mais mon Dieu, qu'est-ce qu'on a tort de ne pas regarder ce qui se passe derrière ces choses-là. Qu'est-ce qu'on a tort de croire que le seul moteur de recherche, il s'appelle Google, alors que Baidu, c'est juste la même chose que Google, probablement même plus puissant sur un certain nombre de choses. Et notre monde, on le limite quand même à un périmètre qui est très fermé, on essaie de l'ouvrir de plus en plus. Et ces startups-là vont nous forcer à faire ça. On connaît tous Uber, on se dit que Uber c'est l'ubérisation. En Chine, la deuxième licorne, elle s'appelle Didi et c'est l'équivalent de Uber et avec des prestations qui sont encore plus spectaculaires à l'intérieur. Voilà. Donc les licornes, oui, c'est beaucoup d'argent, mais c'est aussi beaucoup d'interrogations sur ce monde d'innovation. Je rejoins tout à fait ce que vous avez dit tout à l'heure. L'innovation, elle est là depuis longtemps et elle est là pour répondre à un besoin. Je pense qu'on l'a dans les gènes, l'innovation. C'est ce qui fait qu'on est toujours sur cette planète et on n'a pas encore disparu probablement pour le moment. C'est un vrai moteur. Voilà. Elle s'exprime aujourd'hui d'une certaine façon. Elle s'est exprimée précédemment d'une autre façon. J'espère qu'elle continuera à s'exprimer longtemps dans des formes diverses et variées. Une petite question, comme ça on peut... Est-ce qu'on peut laisser les questions À la fin, d'accord. Comme Parce ça, qu'on aura du mal à retenir toutes les questions. Écrivez. Vous voulez une petite feuille, Non, c'est bon. Très bien. Donc, vous avez parlé de DBA. Peut-être c'est l'occasion aussi de parler de TB Seeds. Parce que nous avons un incubateur à l'intérieur de TBS et nous donner des illustrations concrètes de ce TB Seeds. Alors, il y a deux façons de présenter l'incubateur. Il y a une façon très stratégique en disant que TBS a identifié une volonté d'accompagnement de ses étudiants dans l'innovation, que c'est la place sociale d'une école, que de mettre en place des choses comme ça pour le bénéfice de la société, des jeunes, etc. Il y a l'autre façon de faire, qui est de dire que de plus en plus, on a des jeunes qui nous poussent et qui nous disent « Attendez, moi j'ai un projet, oui, mais là, votre cours de marketing, comment je pourrais le mettre en place dans mon entreprise parce que je suis ingénieur, j'ai pas eu la formation, parce que j'ai fait des beaux-arts, j'ai pas eu la formation, etc. » Et finalement, c'est sous la pression de ces gens-là qu'on a mis en place une structure qui est une nouvelle forme d'enseignement, finalement. Où ils arrivent, ils ont une idée, on les aide à structurer cette idée, on leur met en place ce qui va bien autour en termes de marketing, en termes de comptabilité, parce que j'ai dit tout à l'heure, pour que l'idée ait une chance de pouvoir se pérenniser. On leur met en face des gens que nous on connaît facilement, qu'eux ont un peu plus de mal à connaître, des banquiers, des avocats, des choses comme ça. Et on essaie de les accompagner. Et puis, on croule sous le succès. On croule sous le succès parce qu'avec nos moyens, grosso modo, à Toulouse, on s'est accompagné une vingtaine, 20-25 projets par an. Et on sait que sur ces 20-25 projets, en les accompagnant bien comme il faut, 3 ans après, il y a une douzaine d'entreprises qui existent réellement et qui peuvent vivre leur vie. Aujourd'hui, on a 50 projets qui nous sont proposés par an. Donc on ne sait pas mettre en place tout ce qui va bien pour faire ça. Alors il y a dans le domaine des startups et des incubateurs, je ne le dis pas par rapport à vous, hein, surtout pas. Donc vous voyez, je me méfie parce que je sais ce que je vais dire et ça m'effraie déjà ce que je vais dire. Mais c'est surtout pas par rapport à vous. Aujourd'hui, il y a dans le domaine des startups avec des guillemets, des marchands de sommeil. Il y a des gens qui se ruent là-dedans, qui disent « alors c'est génial ». Je suis allé en visiter une il y a 15 jours. C'est un incubateur de start-up. C'est fabuleux. 1000 mètres carrés, pas de lumière, au sous-sol, 1,20 m, 180 € par mois. Vous êtes assis côte à côte. Vous avez une super prise pour brancher votre ordinateur. Et voilà, c'est un incubateur de start-up. Quand je suis rentré là-dedans, j'ai eu la vision d'une usine que j'ai vue en Inde. Il y a des centaines de gens qui fabriquent des jeans. J'ai eu la vision d'un truc que j'ai vu en Chine, où pareil, dans des conditions de travail phénoménales. Et je me dis, mais finalement, il y a des choses très très chouettes derrière les startups. Mais si c'est mettre des gens sur un vélo, qui n'est pas à eux,
pour pédaler pour moins cher que le SMIC, sans couverture sociale et sans etc., peut-être qu'on passe à côté de quelque chose. Et le balancier, il faudrait qu'il revienne dans des choses plus raisonnables. Donc aujourd'hui, le problème que l'on a, c'est que dans certains endroits, j'en fais partie, TBS en fait partie, j'ai pas honte de le dire, on essaie de faire les choses proprement, avec éthique, avec rigueur, pour accompagner légitimement des projets et sans chercher à faire notre gras là-dessus. Et à côté de ça, il y a une telle demande, il y a un tel rêve de la licorne qui va être fabriquée au fond du garage pour devenir Microsoft, HP, ce que vous avez dit tout à l'heure, qu'il y a des gens qui se précipitent là-dessus et je trouve qu'on est un peu dans des procédures abusives par rapport à des gens qui se font avoir, quoi, très clairement.